Pour une raison inexpliquée, le broadcast s'est arrêté. Je m'excuse auprès de vous, auprès des gens, je ne relancerai pas si ça s'arrête à nouveau. On vient de m'annoncer que j'avais atteint 240 minutes, ce qui doit signifier qu'en 5 minutes, je vaux comme 4 heures de cours. Donc ma parole a une très grande valeur. Donc si on est coupé, on s'arrête là pour le broadcast et on continue entre nous parce que l'essentiel, c'est quand même le cours en présentiel. Donc nous recommençons, ou nous continuons cette leçon numéro 1 de droit administratif. Alors, traditionnellement, c'est ce que je vais faire, et je ne vais plus m'occuper de la question du broadcast, on présente les sources ou les ressources qui vont être celles de l'année. Alors les sources et les ressources, il y en a une, ça va être celle du site que vous voyez, études.cjfa.eu, études.cjfa.eu, qui va vous permettre de suivre le script, qui sera diffusé de manière un peu plus confidentielle pour les étudiants du CJFA, et les différentes leçons qui vont être diffusées dans la section cours droit administratif. Il y aura le script et on va essayer de découper le script en différentes leçons. Donc si j'ai bien calculé, mais je pense qu'il y en aura moins que ça, normalement c'est 52 leçons, puisqu'il y a 13 semaines. Chaque semaine contient 1h30, enfin 2 fois 1h30 de cours, donc ça fait normalement 52, mais il y aura certainement moins de 52, et puis ça voudrait dire qu'intellectuellement on peut découper un cours de droit administratif en 52 chapitres, ou je ne suis pas sûr que ce soit possible. En tout cas, il y aura un certain nombre de leçons, premier, second semestre, qui seront diffusées ici, sur le site études.cjfa.eu, et qui vous permettront de suivre la progression du cours. Et je vais essayer, si je ne suis pas obligé de relancer 1000 fois le cours, je vais essayer de mettre la vidéo, ou les vidéos, afférentes à la leçon qui aura été donnée. Comme ça, vous pourrez retrouver ce que j'ai dit, ce qui n'est pas absolument passionnant, mais moi-même, 1h30, je ne sais pas si je revisionnerai ça. Et puis, il y aura le script, le cours, les développements. Alors le script, il fait 170 pages. Ce n'est qu'un support de cours. Hein. Ce n'est qu'un support de cours. Donc il n'y a pas tout, ce n'est pas un manuel et ça n'a pas la prétention d'être un manuel. Il y a simplement les éléments essentiels de ce que je vais dire. Vous les avez ici. Ici, il y a le plan sommaire. Ensuite, il y a le plan détaillé en format PDF que vous pouvez télécharger, suivre. C'est le même que ce qu'il y a dans le script téléchargeable. Hein. Donc il est directement accessible et donc vous avez 25 pages de plan détaillé qui vous permet de replacer un arrêt dans son contexte, de savoir où ça a été dit, de retrouver le verbatim, en somme de retrouver tous les éléments qui sont nécessaires pour suivre le cours. Donc ça c'est les éléments qui sont directement en ligne sur le site de études.cjfa.eu. Il y a d'autres ressources qui ont été construites progressivement par la chaire de droit public français et par le centre juridique franco-allemand. Ces autres ressources, vous en connaissez une partie. Il s'agit de la Revue générale du droit. Cette Revue générale du droit, jusqu'ici, en première année, vous ne l'avez pas utilisée beaucoup parce qu'en droit constitutionnel, il y a peu de choses. En revanche, en droit administratif, et c'est fait pour ça, c'est de là que ça vient, la Revue générale du droit est destinée à proposer des supports, à proposer des notes d'arrêt. L'actualité juridique est traitée. Alors on ne traite pas en flux tendu, il n'y a pas 10 actualités par semaine, mais il y a suffisamment d'actualités pour que les arrêts les plus importants vous soient connus. Et puis, c'est une manière de suivre mes marottes, parce que je publie des notes. Et peut-être que les étudiants des années précédentes vous l'ont dit, il est déjà arrivé, je ne recommencerai pas, il est déjà arrivé que les notes publiées à la RGD soient le sujet des examens. Il est aussi arrivé que je publie les notes après l'examen. Mais il y a un lien intellectuel, c'est sûr, puisque c'est dans la Revue générale du droit que je publie ma bibliographie, enfin mes recherches, un petit peu, mes articles, et puis les notes d'arrêt qui m'intéressent. Donc cette revue peut être extrêmement utile. Et puis elle est à un autre titre, c'est qu'il y a dans cette revue, intégré à l'intérieur, avec des morceaux dedans, un manuel. C'est ça qui fait
l'une des grandes notoriétés de la Revue Générale du Droit, c'est le manuel de droit administratif français de Pierre Tiffin, manuel de droit administratif qui a été écrit dans une première version à la fin de l'année 2011, enfin à jour de 2011, qui a été mise en ligne intégralement en 2013, première édition, qui a été publié en livre une seconde fois, deuxième édition, aux éditions juridiques franco-allemandes, hein, donc c'est les éditions du Centre juridique franco-allemand, et mise en ligne gratuitement sur la RGD en deuxième édition. La troisième édition vient de sortir en librairie, donc vous pouvez l'acquérir sur le site de vente en ligne Morebooks, qui est beaucoup moins connu qu'Amazon. Et la différence, c'est que Morebooks verse 80 ou 90% des droits à l'éditeur, alors qu'Amazon prend 50%. Donc il y a une différence notable qui fait que l'éditeur préfère vendre sur Morebooks plutôt que sur Amazon, c'est évident. Donc vous pouvez faire confiance à ce site de vente et acheter le droit administratif français, troisième édition. On respecte un embargo d'1 an, donc l'édition de septembre 2016 sera en ligne gratuitement et intégralement en septembre 2017. En sachant que beaucoup de choses sont à jour dans l'édition précédente, mais évidemment, et on aura l'occasion de le dire, le droit administratif évolue tellement vite, il y a tellement de nouveautés qui s'accumulent constamment, des lois, des décrets, des arrêts de principe, qu'on ne peut pas prétendre toujours être à jour en ayant simplement la version du manuel d'il y a 2 ou 3 ans. Je vous ai dit en droit constitutionnel l'année dernière qu'on pouvait, surtout pour le premier semestre, acheter une édition un peu défraîchie du droit constitutionnel, parce que pour l'histoire constitutionnelle, la Révolution française et les différentes constitutions jusqu'à la Ve République, il n'y a pas non plus de changements fondamentaux, hein, c'est des approches historiques, donc ce n'est pas quelque chose qui nécessite une nouveauté constante. En revanche, pour des matières que l'on peut facilement qualifier de techniques, comme le droit administratif, il y a des grands principes, mais il y a beaucoup de jurisprudence qui parfois bouleverse l'état du droit et c'est constant. Pour cette raison, il faut vraiment toujours essayer de se mettre à jour. Donc il y a les manuels, les plus récents, je vais en parler, et puis il y a le cours de Pierre Tiffin. L'avantage du cours de Pierre Tiffin, si je peux vous le montrer, alors là je fais une sorte de manipulation qui consiste à aller à 2 endroits différents, hein, donc j'essaie de le faire dignement, pour vous qui êtes devant moi en vrai et pour vous qui ne l'êtes pas. Les cours de Pierre Tiffin sont liés avec 2300 arrêts du Conseil d'État qu'on a intégrés. Alors il n'y a pas la liste comme pour les notes d'arrêt où il y a une liste au début de la note de toutes les jurisprudences citées, mais la jurisprudence est à l'intérieur du cours. Donc quand vous voyez un arrêt du Conseil d'État cité, y compris ceux qui ne sont pas dans Légifrance, bien vous pouvez avoir accès à cet arrêt intégral parce qu'il est mis en ligne. Donc il y en a 2300 et ça permet d'enrichir le cours. Alors l'une des particularités du cours de Tiffin, c'est qu'il a été construit pour le numérique. C'est-à-dire qu'il a été pensé, il a été commandé à l'auteur, qui est quelqu'un d'extrêmement sérieux dans le suivi d'écriture, parce qu'il fait une 3e édition en 4 ans, c'est beaucoup. Et surtout, l'auteur a respecté cette contrainte, c'est de ne pas faire de notes de bas de page. Parce que la note de bas de page, c'est l'ennemi du numérique. On peut la gérer, on trouve des solutions élégantes. Mais je ne sais pas si vous avez lu des formats Kindle, mais la note de bas de page sous Kindle, c'est pas marrant. Donc là, il n'y a pas de note de bas de page, tout est à l'intérieur du texte. Et la deuxième contrainte, c'était que tous les arrêts cités, qu'ils soient tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État, tous les arrêts cités sont cités avec leur numéro de requête, y compris l'arrêt Blanco, enfin le jugement Blanco pour être exact, de 1873, dont on aura l'occasion de parler. Y compris celui-là, il a son numéro de requête, c'est-à-dire son identifiant en principe unique. Je ne rentrerai pas dans les détails, en réalité, c'est jamais absolument exact, puisqu'il y a des numéros qui se recouvrent, mais ça permet de manière quasi certaine de trouver l'arrêt, d'autant plus que l'on vous a déjà fait le lien. Donc vous n'avez même pas besoin de chercher, vous cliquez, vous avez l'arrêt, vous pouvez le lire. D'accord ? Donc ça, c'est une ressource. Je commence par celle-là, parce que c'est pour moi la plus facile d'accès, et puis c'est parce que c'est nous qui l'avons faite. D'ailleurs, le Centre juridique franco-allemand, l'Université de Lorraine, le professeur Tiffin, la Revue Générale du Droit, c'est vraiment une ressource qui permet de trouver beaucoup d'informations en droit administratif. J'aimerais qu'il y ait des informations en droit privé, mais ça dépend des rencontres, des amitiés, et puis de ceux qui sont prêts à nous suivre pour mettre du contenu
en ligne, c'est pas facile, parce qu'il faut avoir une certaine rigueur, une certaine constance dans la production des notes et dans l'écriture des cours. Il y aura rapidement le manuel de sciences politiques, ça ne vous concerne plus, mais vous savez de qui il est, de Christophe de Nantois, manuel de sciences politiques, et il y aura aussi bientôt le manuel de contentieux administratif de Pascal Caille, maître de conférence à l'Université de Lorraine, qui a été publié et qui sera bientôt en ligne sur la Revue Générale du Droit. Même chose, gratuit, intégral, ça concernera votre troisième année. Donc quand vous serez en troisième année, partie du CJFA, et si vous faites du contentieux administratif, vous ferez du contentieux administratif peut-être aussi avec le manuel de Pascal Caille, qui sera en ligne sur la RGD. Alors il y a d'autres ressources. On va me dire, il ne faut pas abuser, c'est parce que tout ça est numérique, c'est pas parce que tout ça est numérique que maintenant on va arrêter de lire des livres papier. C'est vrai, il y a des livres de référence. Alors, je ne vais pas tous les citer, il y a un classique qu'il faut, alors faut-il que vous l'acquériez? À mon avis, vous pouvez difficilement survivre sans avoir un manuel de référence, autre que le manuel de Pierre Tiffin, parce que dans ce manuel, parfois les grands arrêts ne sont pas mis en exergue. Vous allez avoir un arrêt de cour administrative d'appel de Nancy, de Nantes, qui n'est pas un arrêt très connu par définition, mais parce qu'il est très illustratif d'un propos. Et l'une des particularités du droit administratif, on aura l'occasion d'y revenir beaucoup, parce que c'est une affirmation qui n'est pas plus tout à fait exacte, comme quand je vous dis que la Constitution du Royaume-Uni n'est pas une constitution écrite. On sait bien que dans un deuxième temps, je vais vous dire oui, mais en réalité, il y a des textes. Même chose pour le droit administratif, je vais vous dire un mensonge, qui est une sorte de principe que je vais ensuite renverser. Le mensonge, qui est une vérité du droit administratif, c'est que le droit administratif est essentiellement jurisprudentiel. Donc il est fondé sur la jurisprudence. Et la réalité qu'on complétera, c'est qu'il y a de plus en plus de textes qui viennent compléter les éléments posés ou se substituer aux éléments posés par le juge administratif. Mais donc le droit administratif, c'est essentiellement un droit jurisprudentiel parce qu'il a été construit par une institution, par des auteurs issus de cette institution, et vous savez de quelle institution je veux parler, le Conseil d'État. Et le tribunal des conflits, que j'oserais, et là je sais que finalement tout ce que je dirai sera retenu à mon encontre, le tribunal des conflits qui est historiquement en tout cas, vous voyez, je mets des pincettes, dans une étroite dépendance vis-à-vis du Conseil d'État, ne serait-ce qu'organiquement, en raison du lieu, puisque le lieu tribunal des conflits, c'est dans le Conseil d'État. Pour cette raison, pour l'importance de la jurisprudence administrative, il y a un manuel, ou un livre, que vous devez au moins connaître, au mieux acquérir, c'est les grands arrêts de la jurisprudence administrative, publié chez Dalloz. Cet ouvrage, pour découvrir le droit administratif, c'est quasiment indispensable. La structure, c'est quoi? C'est une sorte de balade historique, même si c'est de moins en moins une balade et de plus en plus un livre très technique, de plus en plus technique, dans les grands arrêts du droit administratif, ceux qui ont été choisis par le Conseil d'État pour illustrer sa jurisprudence. Les arrêts eux-mêmes sont rarement seuls des arrêts de principe, il faut qu'il y ait un contexte, il faut que la juridiction décide d'en faire un arrêt illustratif. Il n'en reste pas moins que les arrêts de principe du Conseil d'État ont progressivement construit la jurisprudence de la haute juridiction, et donc chez Dalloz, Long, Weil, Brébant, Delvolvé, Genevoix, les 5 auteurs. Historiquement, on appelait ça le Long, Weil, Brébant, les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Ça ne coûte pas très cher et c'est vraiment l'ouvrage de référence historiquement. Ensuite, il y a des manuels. Alors, il y avait, jusqu'à il y a une dizaine d'années, ça fait un peu plus longtemps d'ailleurs que le professeur Chaput, C-H-A-P-U-S, ne met plus à jour son manuel de droit administratif, c'était devenu une référence. Peut-être un peu complexe pour les étudiants, parce que très complet, mais foisonnant. Le professeur Chaput ne met plus à jour son manuel. Depuis ce moment, il n'y a plus vraiment de référence absolue, incontournable. Il y a des grands auteurs, en tout cas des auteurs reconnus, dans différentes maisons d'édition, que sont Lexis, Dalloz, la LGDJ, où vous pourrez faire votre choix en fonction de feuilles télé, en fonction de l'approfondissement qu'ils proposent, en fonction, alors je ne vous dirai pas de la vision doctrinale qu'ils ont du droit administratif, ça vous dépassera peut-être,
mais en tout cas, vous pourrez vous faire une opinion en comparant le droit administratif du professeur Truchet, par exemple, aux presses universitaires de France, le manuel de droit administratif de Pierre-Laurent Frier et du professeur Petit chez LGDJ, et j'en oublie parce que je ne vais pas faire toute la liste, il y a quelques grandes maisons d'édition, on pourra en reparler si vous avez des occasions au sens propre du terme, c'est-à-dire que vous pouvez acheter, pas neuf, mais d'occasion, et que vous hésitez sur un manuel, on pourra reparler. En tout cas, si vous devez acheter un livre, ce sera pour moi les grands arrêts de la jurisprudence administrative, même si par ailleurs j'ai eu l'occasion d'être extrêmement critique vis-à-vis de la vision hagiographique un petit peu réductrice de ce que peut être le droit administratif à travers les grands arrêts. Voilà pour cette présentation des sources, dont je vous l'ai dit, un manuel de référence en quelque sorte, le GAJA, oui c'est l'acronyme qu'on utilise pour ce livre, le GAJA, le manuel de droit administratif de Pierre Tiffin, les auteurs reconnus dans les grandes maisons d'édition, on pourra en reparler, et le script, ce seront les sources que vous allez utiliser, si vous me suivez sur ce chemin, pour le cours de droit administratif. Alors de quoi sera composé ce cours? Il sera composé, vous l'aurez compris, de différentes leçons qui vont être, vous l'aurez compris, divisées en deux. Parce que en droit administratif, comme dans toutes les autres matières du droit français, on pense binaire. Donc vous allez apprendre droit administratif, vous allez apprendre à approfondir vos connaissances déjà existantes en dissertation, en commentaire, sauf cas pratique, chose que nous allons étudier au fur et à mesure des semaines. Mais je m'adresse à vous, étudiants du centre, vous êtes déjà habitués au cas pratique puisque vous commencez par ça avec le droit allemand. Mais c'est vrai que dans la technique du droit français, on n'y vient pas tout de suite. D'abord, on commence avec le binaire. Tout ça pour vous dire que binaire, on le sera. On le sera parce qu'il va y avoir 2 semestres. À un moment ou à un autre, il faut bien diviser le cours en 2 parties. Ne serait-ce que pour respecter la césure et parce qu'intellectuellement, on peut le faire. Bon. La première partie, c'est quoi? C'est le contenu de l'action administrative. La seconde partie, ce sont les limites de l'action administrative. Vous direz, c'est un peu simple, voire simpliste. Très bien, c'est simple, donc on peut le saisir facilement. Traditionnellement, très souvent, on commence un cours, y compris le cours de droit administratif, avec les sources. On commence avec les sources en disant, eh bien, quelles sont les sources du droit constitutionnel, la Constitution, quelles sont les sources du droit civil, le Code civil, etc. Et puis on présente les sources constitutionnelles, législatives, réglementaires, etc., jurisprudentielles. Avec le droit administratif, je préfère y aller à l'inverse. Pourquoi? Ne serait-ce que pour marquer un élément fondamental du droit administratif, c'est que le droit administratif suit l'action administrative, ce n'est pas l'inverse. Vous pourriez avoir une approche un petit peu contrainte, parce que dès le début de vos leçons, de manière un peu sommaire, on vous fait un triangle au tableau en disant « tiens, une pyramide ». La pyramide de quelle scène? Alors vous me rebalancez dans vos leçons, dans vos sujets, comme si c'était une sorte de vérité absolue, auto-justifiée et auto-explicative. Disant, ben voilà, il y a une source, la Constitution, et puis je vous fais souvent ce dessin en droit constitutionnel en première année, Constitution, loi, règlement, et tout découle d'eux, avec cette analyse un peu plus complexe. Kelsen ne s'est pas contenté de faire un triangle sur une nappe, il a écrit des choses un peu plus détaillées que ça, mais avec cette idée qu'en somme, il y a un enchaînement de normes d'habilitation, de la plus haute, qu'on peut aussi voir la plus basse, puisque c'est la Grundnorm, mais enfin la plus haute, la Constitution, qui ensuite descend par la loi, le règlement, la jurisprudence. Évidemment, cette vision est en elle-même extrêmement fausse. Et c'est l'un des débats actuels dans la théorie du droit. Je suis loin d'être un théoricien du droit. On passe de la pyramide au réseau. C'est des auteurs assez connus, mais je ne vous les citerai pas précisément. En somme, la norme ne se construit pas comme ça, comme une cascade, de la Constitution jusqu'aux citoyens. En droit administratif, c'est encore plus vrai. C'est encore plus vrai, il n'y a pas la Constitution qui dit
comme certains ont pu le présenter, mais en étant tout à fait conscience du caractère évidemment artificiel et purement construit de cette présentation, l'idée selon laquelle la Constitution prévoit le pouvoir exécutif, et de ce pouvoir exécutif découlerait une fonction administrative dont les règles seraient posées et qui encadrerait ab initio l'action de l'administration. L'administration se voit autorisée à. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est le contraire. L'administration préexiste au droit administratif. L'administration préexiste au droit qui l'encadre. Et donc le droit administratif, ou plutôt l'action administrative, précède l'encadrement de l'administration. Et c'est un peu une histoire, alors j'ai trouvé une image que j'ai auto-éprouvée, en me disant est-ce que c'est pas un peu exagéré? Vous la trouverez peut-être un peu bestiale pour le coup. L'administration c'est comme un chien dangereux. Vous en avez besoin pour défendre la maison, mais il faut apprendre à le domestiquer, au risque de se faire dévorer. Et l'histoire du droit administratif, c'est comment on apprend la domestication de l'administration. On a besoin de cette administration, mais progressivement, on établit des règles de comportement. Vous savez, certaines personnes ne domestiquent pas leur animal et puis ils ne peuvent plus s'asseoir dans leur canapé, parce qu'ils n'ont pas appris cette domestication. Est-ce qu'on peut continuer sur cette image? Oui, parce que le Conseil d'État, c'est justement une institution qui est présentée comme étant issue de l'administration. Nous verrons par la présentation de l'histoire du droit administratif que c'est une réalité. Le Conseil d'État est devenu une juridiction alors qu'il n'était pas construit pour être une juridiction. C'est en quelque sorte une forme de haute administration encadrant l'action normative du gouvernement, et de conseil du gouvernement, c'est devenu un juge de l'administration. En quelque sorte, on a choisi, plutôt que de faire comme dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, d'avoir un dresseur, un arbitre externe à l'administration, un juge extérieur à l'administration, on a en quelque sorte dit, pour domestiquer l'administration, le mieux, c'est de prendre le chef de meute. Le Conseil d'État, c'est l'administration dans son expression, d'ailleurs, le vice-président du Conseil d'État, qui est en réalité le président, est le plus haut fonctionnaire de France. Il est un fonctionnaire. Il fait partie de l'administration, même s'il n'est pas dans l'administration active, même s'il a ce rôle éminent, et même si le Conseil d'État a ce rôle éminent de juge, c'est une émanation de l'administration. Je referme cette parenthèse animalière pour dire, bon, en somme, le droit administratif, c'est d'abord l'action, ensuite l'encadrement. On se rend compte de l'intérieur des limites de l'acceptable, je l'exprimerai comme ça, des limites de l'acceptable par rapport à une forme de restriction des libertés et des droits par la nécessité de l'action dans l'intérêt général, et on essaie de trouver les barrières progressives. Au début du XXe siècle, la police était quasiment irresponsable de ses actions, et progressivement, les règles ont encadré l'action administrative pour déclarer illégales certaines décisions, pour indemniser les personnes victimes des actions de l'administration et de la police. C'est l'histoire du droit administratif, une construction progressive, à partir d'un état de fait, une administration qui intervient et qui agit, vers l'actualité, le droit administratif moderne, beaucoup plus soucieux de la défense constante des droits et libertés du citoyen. D'abord le contenu de l'action, ensuite les limites de l'action. Voilà pourquoi ce plan est construit comme ça et pourquoi on parlera de sources seulement au second semestre, parce qu'il me semble que d'abord on doit décrire ce qu'est l'administration et son action. Alors dans la première partie qui sera le premier semestre de notre cours de droit administratif, il y aura 2 titres. Ah, encore on est binaire. Alors je n'étais pas obligé de faire 2 parties. Il se trouve que par la configuration intellectuelle classique du juriste français, c'est assez facile de faire en 2. Et classiquement, alors pardon, je répète souvent classiquement, c'est un défaut de langage, on peut dire qu'il y a les moyens de l'action et les buts de l'action administrative. Et ça se divise assez facilement pour présenter les différents éléments qui composent l'administration. Différents éléments qui composent l'administration, j'utilise un terme un petit peu générique, pour désigner d'abord, en titre 1, les moyens de l'action administrative.
Alors, dans les moyens de l'action administrative, qu'est-ce que nous allons examiner? En réalité, nous allons voir ce qu'est l'administration. Évidemment, pas à travers une description purement matérielle. Hein, l'administration, c'est des voitures qui roulent et des gens dans des bureaux. Non, évidemment. Nous allons voir les moyens matériels et les moyens juridiques. Mais dans ces moyens matériels et ces moyens juridiques, pour le moment je fais une approche globale des deux éléments, nous allons voir ce qui compose l'administration, en commençant par le sommet, c'est-à-dire l'État, en descendant vers les collectivités territoriales et les notions constitutives des organes qui interviennent pour l'administration. Notions constitutives que sont la personne publique. On va voir qu'il existe des personnes morales, qu'il y en a des privées et qu'il y en a des publiques. On va voir ce qui caractérise ces personnes publiques et on va voir comment on les identifie. Mais au-delà de cette question des personnes publiques, de savoir ce que l'on entend par là, il y a d'autres notions qui doivent être étudiées, à mon avis, au début du cours, et pas à la fin, même si parfois vous les voyez passer à travers des grands arrêts, sans vraiment avoir étudié ces notions. Je veux les voir dès le début. Ce seront des notions récurrentes que nous examinerons, ne vous inquiétez pas. Travaux publics, domaine public, propriété publique, qui sont des notions, et ouvrages publics, qui sont des notions que vous allez croiser dans les grands arrêts de la jurisprudence administrative, dans les grands arrêts du tribunal des conflits, enfin un grand jugement du tribunal des conflits et grands arrêts ou une grande décision du Conseil d'État, et que vous devrez maîtriser et comprendre pour pouvoir les mettre en œuvre. Même si l'objet de notre cours, ça ne va pas être d'étudier le domaine, d'étudier les travaux, ça fait partie du droit des biens, ce qu'on appelle traditionnellement droit des biens, mais les terminologies changent désormais en troisième année, ou du droit de la fonction publique, toujours en troisième année. Donc les moyens matériels, ça c'est essentiellement ce que je viens de décrire. Et puis, les moyens juridiques de l'action administrative. Les moyens juridiques de l'action administrative, ça va être de forme. On pourrait, en allant dans le détail, en développer plus, peut-être, en essayant de faire de la prospective de l'action administrative. Mais on va quand même rattacher toutes les formes d'intervention de l'administration à ces deux éléments, que sont l'acte administratif unilatéral et le contrat. C'est le chapitre 2, donc, du titre premier de la première partie, acte unilatéral et contrat. Car en effet, ce qui caractérise l'administration par rapport à des personnes physiques, même si on verra qu'il y a quand même un rattachement à l'idée de personne physique dans l'acte administratif, mais ce qui caractérise l'action des personnes publiques ou de l'administration au sens général par rapport aux personnes privées, c'est la détention d'une puissance, d'un pouvoir particulier, qui est celui d'imposer une norme juridique sans le consentement du destinataire. Ça caractérise l'acte administratif unilatéral. Et ça, c'est vraiment ce qui est le cœur de ce qu'est l'administration. D'ailleurs, vous savez que c'est le cœur de l'administration. L'année dernière, nous avons évoqué cet arrêt, je vous ai dit, vous allez en manger en tranches de cet arrêt parce qu'on va en parler beaucoup, vous vous souvenez, Conseil constitutionnel, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, que nous avait dit cette décision du Conseil constitutionnel. Hein, vous vous rappelez, je l'ai déjà cité 10 fois, et je vais vous la reciter 10 fois, c'est qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître de l'annulation et de la réformation des décisions prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. En somme, que le contrôle de la légalité de l'acte administratif, c'était le cœur de la compétence du juge administratif, vous vous souvenez. C'est le cœur de l'administration, c'est le cœur de ce qu'est le droit administratif, l'acte administratif unilatéral, et nous y porterons une attention particulière. L'autre type d'acte permettant à l'administration d'agir, c'est le contrat administratif. Alors là, il y a une différence fondamentale entre le droit allemand et le droit français, parce que le contrat public, le contrat administratif en droit allemand, ça n'existe quasiment pas. Pour résumer, mais vous verrez ça maintenant que j'ai bien en tête le programme des étudiants allemands au 6e semestre, il me semble, en Verwaltungsrecht, les étudiants français, vous ne le verrez pas. Eh bien, ce qui caractérise le droit administratif allemand, c'est que le contrat
peut se substituer dans un certain nombre d'hypothèses à l'acte unilatéral, notamment en matière fiscale. Mais en dehors de ce cas-là, le contrat est utilisé par l'administration, mais pas sous sa forme administrative. Pas sous sa forme administrative parce qu'il paraît impossible à un juriste allemand, et j'enfonce des portes ouvertes, et c'est une caricature, mais c'est vrai, caractérisé par une approche rigoureuse des notions, il paraît impossible à un juriste allemand, comme à beaucoup d'autres, de mêler le consensualisme du contrat, on se met d'accord à égalité, et l'imperium, la puissance, qui fait que l'administration va signer en disant « Ok, on est d'accord, mais si je veux changer les termes du contrat, je peux. » Ça, c'est impossible, normalement. Mais ce qui est impossible devient possible en droit administratif français. Donc le contrat administratif est beaucoup utilisé en France. C'est l'autre élément majeur d'intervention de l'administration, ce qui fait, et on s'expliquera là-dessus, que l'étendue du droit administratif, déjà rien que pour ce plan-là, du droit administratif français est beaucoup plus grande que l'étendue du droit administratif allemand. Je ne parle pas de la doctrine, je ne parle pas de l'approfondissement théorique, je parle des objets même, qui font l'objet de l'étude du droit administratif. Le droit administratif français, c'est aussi des contrats, alors que le Öffentliche Vertrag, en droit allemand, c'est vraiment quelque chose de tout à fait accessoire. D'accord ? Ça, on verra cette autre arme, cet autre moyen juridique de l'action administrative. Et puis, on verra que ces moyens, en personnel, ce domaine, ces propriétés publiques, sont mis au service de buts. Les fameux buts d'intérêt général qui justifient que l'on garde dans la maison ce chien dangereux. Ces buts d'intérêt général, ils sont de deux ordres. Vous verrez dans certains manuels, je pense notamment à celui du professeur Truchet, que j'ai déjà cité, qu'il dit qu'il y a d'autres buts de l'action administrative, sous la forme notamment de la régulation. Peut-être. Mais je pense que pour avoir une approche apaisée des choses, et un petit peu compréhensible au niveau de la deuxième année, il faut rester sur ces deux pieds qui composent traditionnellement la présentation des buts de l'action administrative. Le premier pied, c'est le service public. Le deuxième, c'est la police administrative. Alors, on aura l'occasion de dire que la police, c'est aussi un service public. Mais pour le moment, restons calmes dans notre présentation. Pour résumer les choses, le service public, c'est quoi ? C'est distribuer l'eau, transporter les usagers dans les trains, dans les trams, dans les bus, évacuer les eaux usées. Et la police administrative, c'est interdire, contrôler, et on s'arrête là, pas sanctionner. Ça, c'est la police judiciaire, on le verra. Ce qui signifie qu'il y a en quelque sorte une administration de prestation, c'est l'administration du service public, qui peut s'étendre à tous les niveaux de l'action administrative, de l'État comme des collectivités territoriales, et de plus en plus assurée par les collectivités territoriales. Et puis, de l'autre but de l'action administrative, c'est la police administrative, que l'on définira comme l'action de prévention des atteintes à l'ordre public. Alors traditionnellement, je passe assez rapidement sur la police administrative, parce qu'il y a des arrêts assez classiques, parce que finalement on était rentré dans une sorte de routine. Et puis, ce chapitre 2, là, du titre 2 de la première partie, il a quasiment explosé. Pas dans ses principes constitutifs, mais quand même dans sa mise en œuvre. Pourquoi ? À cause de l'état d'urgence. Traditionnellement, je finis le cours de police administrative en citant quelques arrêts sur la légalité d'exception, des arrêts rigolos qui nous font sourire un peu gras, Dame Dole et Laurent, les prostituées dans le port j'ai oublié d'ailleurs de quel port maritime il s'agit. Mais enfin bon, on dit voilà, vous voyez Toulon, c'est ça, dans la rade de Toulon. On cite ça et puis on passe à autre chose. Mais évidemment, depuis l'année dernière, avec l'instauration de l'état d'urgence, l'exception et la légalité administrative d'exception est devenue une sorte de règle, une sorte de norme. Et on est encore en état d'urgence aujourd'hui. J'ai dit état d'exception, c'était une erreur, en état d'urgence aujourd'hui en France. Et donc ce qui était présenté comme une sorte de quasiment point final sur la police administrative, avec une première partie sur la légalité normale et une deuxième partie sur la légalité d'exception,
Je pense, et je n'ai pas encore établi tous les éléments de ces leçons-là, mais que les leçons relatives à la légalité d'exception vont être beaucoup plus volumineuses qu'elles ne l'étaient auparavant. Donc c'est un nota, vous m'y ferez penser, hein, post-it, préparer ces leçons pour pas qu'on soit débordé par le temps, parce que ça arrive à la fin, mais ça risque d'être des leçons extrêmement vivantes, je l'espère, en tout cas extrêmement riches sur les éléments que nous aurons à étudier. Pour revenir un instant sur le chapitre premier, avant d'aborder la seconde partie et de vous expliquer ce qu'il y aura dedans, le service public, c'est une notion aussi bien qu'une action de l'administration en France. En Allemagne, il y a le Daseinvorsorge, l'idée de prestations de bien-être à destination des citoyens, mais il n'y a pas de notion équivalente à celle de service public. Ce que l'on verra avec le service public, c'est pas tant comment on fait rouler un train. Ça, c'est des services publics, c'est de la mise en œuvre. C'est les principes qui encadrent le service public. Et surtout, comment la notion même, la notion juridique de service public, est l'une des deux notions avec la puissance publique fondamentale du droit administratif français. Voilà, donc ça, ce sera l'objet de notre étude. La première partie, ça va nous mener tranquillement au mois de février. Après la courte pause que vous connaissez, nous reprendrons au mois de mars avec une seconde partie qui s'appellera « Les limites de l'action administrative ». Et c'est dans cette seconde partie que nous allons évoquer ce sur quoi parfois on commence le cours, c'est les sources. Alors, allons doucement. Titre premier, de quoi parlons-nous? De l'objet du contrôle de l'action administrative. Alors, il y a une différence entre ce que je viens d'afficher là et le script, parce que traditionnellement, ce titre 1 s'appelle le contenu du contrôle. Alors, c'est super moche, et ça fait des années que je me dis, il faudrait que je change le titre. Bon, je me suis décidé il y a 10 minutes. Donc, enfin, 10 minutes avant le début du cours. Donc maintenant, ça s'appelle l'objet du contrôle de l'action administrative, qui est peut-être pas plus exact que l'objet. De quoi s'agit que le contenu du contrôle? De quoi s'agit-il? Il s'agit dans ce titre 1 de dire, c'est là qu'il y a un problème de titre, hein, j'en suis bien conscient, mais je n'ai pas réussi à faire mieux pour le moment. Vous me direz au bout de 6 ans, je suis un peu lent, effectivement. L'objet du contrôle, c'est les deux aspects. Et là, il y en a aussi deux aspects. C'est pas moi qui suis binaire, c'est le droit administratif qui est binaire. Deux aspects que sont la légalité et la responsabilité administrative. La légalité administrative, en un mot, et on n'ira pas beaucoup plus loin parce que ça, c'est plus difficile à décrire de manière instinctive que ce que nous faisions sur la police ou le service public, où je n'ai pas été non plus très descriptif. C'est la légalité administrative, comment le juge administratif contrôle l'acte contractuel ou unilatéral et le déclare contraire. Alors je vais utiliser un terme que vous connaissez dans son sens générique, contraire à la loi, contraire au droit, contraire à la loi dans le sens article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, à la loi au sens matériel. Et qu'est-ce que la loi administrative? En somme, qu'est-ce que le droit s'imposant à l'administration? Constitution, droit international, droit européen, droit de l'Union, loi, principes généraux du droit, donc principes jurisprudentiels, et qu'est-ce qui limite donc par la légalité l'action de l'administration. Puis le deuxième chapitre, qui est un chapitre très classique, qui n'est pas toujours examiné en deuxième année de droit administratif, notamment à Strasbourg, historiquement. J'ai encore dit historiquement? Non, d'habitude je dis, c'est quoi mon mot? Classiquement? Ouais. Donc vous voyez, même quand je ne le dis pas, je cherche à le dire. Il est étudié en troisième année à Strasbourg, et pas en deuxième année. Alors je crois que les choses changent, là aussi, les meilleures traditions se perdent. Mais c'est pourtant l'un des axes majeurs, l'un des fondements du droit administratif, parce que l'arrêt présenté comme fondateur du droit administratif, l'arrêt Blanco, qu'on aura l'occasion de voir, j'essaierai de l'évoquer avant le deuxième semestre. En général, je le laisse dans un coin sombre de mon cours de droit administratif, parce que je pense que son rôle est tout à fait exagéré. Eh bien, c'est un arrêt sur la responsabilité de l'administration.
La responsabilité administrative, c'est encore un domaine dans lequel il y a une différence fondamentale avec le droit administratif allemand, avec le droit allemand tout court. Pourquoi ? Parce que la responsabilité de l'administration en Allemagne, c'est du droit privé. C'est de la responsabilité privée, relevant en principe des juridictions judiciaires. Alors que le droit administratif français a fondé ces éléments constitutifs. C'est pour ça que l'arrêt fondateur de 1873, l'arrêt Blanco, est ou plutôt c'est pas un hasard si c'est un arrêt relatif à la responsabilité administrative, sur l'idée qu'il existait une responsabilité administrative distincte de la responsabilité des personnes privées. Et, nous disait le tribunal des conflits dans cet arrêt Blanco, la responsabilité des personnes publiques ne peut pas être soumise aux règles du droit commun. Il existe donc un droit administratif parce qu'il faut soumettre l'administration à des règles spécifiques. Ce qui signifie que le droit administratif a été pensé par les juridictions administratives, le tribunal des conflits, le Conseil d'État, comme un droit d'exception par rapport au droit commun qui est le Code civil à l'époque. Enfin, je dis à l'époque, encore aujourd'hui, mais il y avait moins de sources de droit privé. Eh bien, le droit administratif, c'est un droit à mains égards exceptionnel qui déroge au droit commun, et c'est dans un arrêt comme l'arrêt Blanco, et donc c'est à propos de la responsabilité administrative que la juridiction administrative, le tribunal des conflits puis le Conseil d'État, ont pu l'énoncer. Ce qui signifie que, aussi, c'est un autre domaine dans lequel le droit administratif français est beaucoup plus vaste dans son étendue que le droit administratif allemand. Et ce qui explique pourquoi vous l'étudiez en deuxième année, alors qu'il est relégué, le Verwaltungsrecht, un peu plus loin dans les études de droit allemand. On commence par Staatsrecht, les règles constitutives de l'État, on continue avec les Grundrechte, les droits fondamentaux, et puis ensuite, une fois qu'on a vu ce qui paraît essentiel, on voit le Verwaltungsrecht qui est une matière noble, mais qui n'a pas la noblesse de la présentation des principes constitutifs de l'État et de la protection des droits et libertés fondamentaux. Alors que le droit administratif, par son étendue, le droit administratif français, par son étendue, impose qu'on l'aborde rapidement dans les études, parce que c'est tout un pan qui, en droit allemand, relève notamment de la responsabilité, qui relève du droit des contrats, et donc quand vous faites du droit civil, vous faites l'équivalent du droit administratif français, si vous comprenez bien voilà, ma comparaison, si elle peut vous paraître fumeuse. Donc la responsabilité administrative, c'est, comme pour le service public, une description des règles, mais aussi une prise de conscience des spécificités du droit administratif français et de son étendue. Enfin, le titre 2 de la seconde partie, c'est le titre sacrifié, qui est pourtant si important, mais évidemment, comme il arrive à la fin de l'année et que souvent on a beaucoup de choses à se dire sur le droit administratif, surtout dans les deux chapitres que je viens de citer, l'égalité et responsabilité, on a souvent moins le temps. Alors on essaiera de découper, et comme je m'astreins à faire des leçons d'1h30 ou un peu moins, vous voyez, en fonction des problèmes de la technique, on va essayer d'avoir un rythme un peu plus soutenu et de ne pas se laisser aller. C'est-à-dire je vais essayer de faire moins de digressions, et comme je me sentirai un peu plus contraint, vous êtes d'un calme, merci, mais je ferai un peu moins de digressions, donc je vais avancer plus vite, parce que vous me connaissez, si on me lâche, si on me laisse parler, en 1h30, j'ai pas fini. Le titre 2, les moyens du contrôle sur l'action administrative, c'est pour ça que j'ai pas mis moyens en titre 1, mais ça aurait pu coller. C'est quels sont les biais. Alors je sais que les gens peut-être me regardent, me proposeront des choses pour améliorer le plan. Allez-y, allez-y. Chapitre 1, oui, je ne sais plus où regarder. Vous êtes là, ils sont là, on est là. Sauf si en fait je suis complètement hors diffusion, que ça ne marche plus. Peut-être qu'en fait ça fait 1 heure que je crois que ça marche pas. Tant pis. Les moyens du contrôle sur l'action administrative. Chapitre 1, l'administration et son juge. Et chapitre 2, le recours contentieux. Alors l'administration et son juge, c'est un chapitre que je souhaite améliorer par rapport au plan que vous avez, que vous voyez diffusé sur la page études.cjfa.eu
je voudrais un peu améliorer. Alors vous me connaissez, je le rappelle toujours, ce n'est pas une promesse, c'est une simple déclaration d'intention. Pourquoi je voudrais le modifier? Parce qu'il y a des aspects qu'il est nécessaire de nos jours de développer plus. L'administration et son juge, c'est déterminer le champ de la compétence du juge administratif par rapport à l'action administrative. Mais c'est aussi déterminer à l'intérieur de la juridiction administrative les différents juges qui vont être compétents pour intervenir, Conseil d'État, Cour administrative d'appel, tribunaux administratifs, mais aussi les juridictions administratives spéciales, il y en a, qui vont être appelées à juger de l'action administrative. Mais pourquoi je voudrais ajouter des choses? C'est parce qu'une question est, à mon sens, pas assez abordée dans les études de deuxième année de droit administratif, même un peu plus tard, c'est la question de la compétence territoriale. La compétence territoriale du juge administratif, parce qu'il y a un aspect qui est peu étudié, c'est le rapport entre les règles du droit international privé et les règles du droit administratif. Alors c'est une tête d'épingle dans le cours de droit administratif, d'autant plus que le Conseil d'État, comme dirait un cavalier, refuse l'obstacle. Le Conseil d'État n'a jamais véritablement accepté d'intégrer les règles du droit international privé dans sa jurisprudence. Il les écarte, purement et simplement. Il n'en reste pas moins qu'on peut se poser des questions. D'autant qu'on est à la frontière, je rappelle pour ceux qui nous regardent à travers le monde, que nous sommes en Sarre, au milieu de la forêt sarroise, mais à la frontière. Et il y a un aspect de notre activité ou de notre étude qui est important, c'est les rapports, y compris les rapports administratifs entre les administrations françaises et les administrations allemandes. La question qui se pose, c'est que se passe-t-il lorsqu'un contrat est signé entre une administration française et une administration allemande? Est-ce un contrat administratif au sens du droit français, un contrat privé au sens du droit français, un contrat administratif, vous savez déjà que c'est très rare, au sens du droit allemand, ou un contrat de droit privé au sens du droit allemand? Et avant cela, quelle juridiction va être compétente? La juridiction française ou la juridiction allemande? En général, vous voyez en International Privatrecht, en droit international privé, ces règles de répartition des compétences, mais on ne les croise jamais avec le droit administratif. En tout cas, le droit administratif français, la tentation, la tentative, qui durera à peu près aussi longtemps que la présentation même de cet élément, c'est de rapprocher ces deux mondes qui s'ignorent, droit international privé et droit administratif français. Pour le reste, les développements du cours seront conformes au plan que je diffuse. Et enfin, le chapitre 2 sera consacré au recours contentieux, c'est-à-dire à la structure des différents recours. Vous allez me dire, mais on a déjà vu ça, puisque vous parlez de la légalité administrative et de la responsabilité administrative. Oui, mais il existe certaines voies de droit. Alors on n'est pas en droit anglais ou en droit de common law, où on commence par les voies de recours pour savoir si le juge peut intervenir. S'il existe une voie de recours, on peut recourir au juge, sinon on ne peut pas. C'est pas comme ça que ça structure en droit administratif français, mais bien je peux vous dire à titre général légalité et responsabilité, ça ne vous dira pas nécessairement de quelles armes vous disposez pour saisir le juge. Il y a différentes voies, et un bon juriste, même au niveau élémentaire qui est le vôtre, vous commencez, un bon juriste ne peut pas faire l'économie de la connaissance des voies qui lui sont offertes pour saisir le juge qui va lui donner tort ou raison sur le plan de la légalité ou sur le plan de la responsabilité administrative. Voilà en somme le déroulé de l'année. Je viens de finir par présenter ce que nous étudierons au mois de mai, au mois de juin de l'année 2017. Avez-vous, arrivé à ce niveau, des questions anonymes, bien sûr? Aucune question, donc nous allons pouvoir commencer avec la présentation du cours de droit administratif. Alors, je suis allé légèrement plus vite que prévu, ce qui fait que, en réalité, il me reste un quart d'heure dans ce podcast, un quart d'heure de cours, et il va falloir que je passe à la présentation du script de droit administratif, sans pouvoir évidemment le diffuser sur Internet parce que ce n'était pas prévu.
Alors je vais prendre le plan détaillé, puisque nous avons le plan détaillé, ce qui va me permettre de faire l'économie de l'ouverture directe du script. Alors commençons ici avec la première partie. Première partie qui va s'appeler le contenu de l'action administrative, et je vous ai dit ce qu'il y aurait dedans. On ne va pas faire de grands développements de chapeau, on va commencer à aborder le plan pour avoir un cadre intellectuel et nous développerons ensuite. Alors, pour ceux qui s'inquiètent déjà, qui ne sont pas seuls, je m'inquiète aussi, sur l'articulation entre le script et les leçons, je créerai sur ce qu'on va se dire aujourd'hui, dans le quart d'heure qui vient, une leçon numéro 2, qui sera le début de la présentation de ce script et qui portera essentiellement sur la présentation de ce que sont les moyens matériels de l'action administrative. D'accord ? Alors j'ai une question, est-ce que ce script est assez grand pour vous, affiché au tableau, pour que vous puissiez le suivre? Oui. Donc, globalement, de toute façon, je vais vous le décrire. Première partie, donc, le contenu de l'action administrative. Et au titre de ce contenu de l'action administrative, je vous l'ai déjà expliqué, on va examiner dans le titre premier les moyens de l'action administrative. Les moyens de l'action administrative vont eux-mêmes nous amener à nous intéresser aux moyens matériels de l'action administrative et dans les moyens matériels de l'action administrative à la notion de personne publique. Alors je n'ai pas fait d'introduction parce que je voudrais commencer immédiatement à vous parler de cette notion de personne publique. S'il y a bien quelque chose qu'il va falloir assimiler dans cette deuxième année de droit administratif et assimiler immédiatement, je vous le dis, il ne faut pas repousser les révisions avant l'examen. Une des caractéristiques du droit administratif, c'est que c'est un jeu de construction, une sorte de Mikado. Vous allez toujours retrouver les mêmes notions, de manière un petit peu étonnante, parfois un peu irritante si vous n'aimez pas, comme un jeu si vous aimez bien. Il y a des gens, ils accrochent. Il y a des gens, ils n'accrochent pas. En général, 80% des gens préfèrent le droit privé. Ça colle bien avec les ressources et les besoins de juristes qu'il y a. Une minorité, donc que j'ai évalué de manière totalement farfelue, à 20%, accroche avec cette idée qu'on va tourner en rond et construire de manière itérative une compréhension globale du droit administratif. Donc, toutes les notions vont être importantes et elles vont se construire progressivement. Mais les notions de base, les deux notions que vous devez connaître parfaitement tout de suite, sans repousser, je le dis, à décembre ou à février, personne publique, autorité administrative. Si vous ne connaissez pas la distinction entre les deux, si vous ne savez pas ce que ça recouvre, vous allez vous égarer de manière certaine. Vous allez vous perdre dans des chemins insondables. Et pour vous récupérer, il faudra vraiment, vraiment beaucoup d'efforts. Je parle de moi pour vous récupérer, et vous-même, pour redresser la barre, il faudra beaucoup d'efforts. Donc soyez très attentifs à ces deux notions fondamentales. Alors on ne va pas les aborder en 5 minutes et côte à côte. On va parler d'abord des personnes publiques, ensuite on parlera des autorités administratives, mais il faudra bien que vous compreniez la différence entre les deux. Alors comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un théoricien du droit administratif, et il y a des auteurs éminents pour présenter la personnalité morale de droit public, mais je vais essayer de vous en faire une synthèse telle que moi je la comprends, et une synthèse que je trouve, c'est peut-être un peu de l'orgueil, une synthèse que je trouve explicative. Et cette synthèse, elle tourne autour d'une distinction. Cette distinction, pour essayer d'expliquer les personnes publiques, c'est la distinction entre les personnes publiques de type corporatif et les personnes publiques de type fondatif. C'est notamment Léon Michoud, qui a un nom rigolo, mais qui est un grand auteur qui est connu surtout pour son étude de la personnalité morale, qui a construit une partie de son analyse sur cette distinction entre les personnes publiques de type corporatif et fondatif. Pour lui, c'était les personnes morales, plus généralement, de type corporatif et fondatif. Alors je pense, et vous allez me dire oui de la tête, puisque vous n'oserez pas dire un mot,
de peur d'être à jamais enregistré, vous connaissez la notion même de personne morale. Bien, la personne publique, en réalité, c'est une personne morale soumise à un régime spécifique de droit public, ni plus ni moins. Mais il est nécessaire, oui, la définition, vous pouvez la noter, mais je ne pense pas que ce soit ni la définition définitive, ni même dans le cadre de ce cours. Vous savez que je suis habitué à essayer d'exprimer le sens des notions sans nécessairement suivre une phrase préécrite, mais c'est bien, donc la personne publique, je le répète, une personne morale soumise à un régime de droit spécifique, de droit public. La première chose qu'il faut que vous reteniez par cette expression, c'est qu'une personne publique est toujours une personne morale. Il n'y a pas de personne publique physique. Que ce soit bien clair à votre esprit, déjà vous aurez solutionné, résolu une part de la problématique. Personne publique, c'est une personne morale, même si vous connaissez l'idée de personnage public, vous pouvez penser que le président de la République ou le Premier ministre sont des personnes publiques, voilà, exprimées dans un langage commun, mais qu'on soit bien clair, personne publique, personne morale de droit public. Aussi bien, nous le verrons plus tard, mais je vous le dis déjà, pas besoin de le noter, il ne faut pas s'encombrer, mais vous me connaissez, aussi bien que les autorités administratives sont toujours des personnes physiques. L'autorité administrative, c'est une personne physique, et je viens de commettre une erreur en le disant, puisque en réalité, il y a des autorités administratives indépendantes, mais la phrase était un peu résumée, les détenteurs du pouvoir d'adopter des actes administratifs sont toujours des personnes physiques. Donc, personnes morales de droit public et les autorités administratives sont toujours incarnées par des personnes physiques. Revenons à l'exposé sur les personnes publiques. Donc les personnes publiques, je l'ai dit et je le répète, sont toujours des personnes morales. Il y a les personnes morales de droit privé et les personnes morales de droit public. Alors, Léon Michoud et d'autres auteurs, avec lui, distinguent, et je trouve la distinction extrêmement explicative et pertinente, les personnes publiques de type corporatif et les personnes publiques de type fondatif. Les personnes publiques de type corporatif, c'est celles qui représentent les intérêts d'une population sur un territoire déterminé. Et on pourrait ajouter les intérêts généraux d'une population sur un territoire déterminé. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie qu'il y a la première personne morale de droit public de type corporatif, c'est l'État. L'État représente l'ensemble des intérêts défendables par l'État. Il y a évidemment des limites constitutionnelles aux intérêts qui peuvent être pris en compte par l'État, mais c'est l'ensemble des intérêts de la population du territoire national. Et la personne publique de type fondatif va en quelque sorte incarner les intérêts de la population de son territoire et les représenter globalement. Tout comme une personne morale de type corporatif va être une commune, va être un département, va être une région. Donc la première personne morale de droit public de type corporatif, c'est bien l'État. Et après, et vous les connaissez puisqu'on les a déjà vus en droit constitutionnel, les autres personnes morales de type corporatif que sont les collectivités territoriales. Vous pouvez saisir l'intérêt de la distinction avec les personnes publiques de type fondatif à travers des personnes qui ont un statut un peu hybride. Des personnes morales de droit public qui ont un statut un peu hybride, ce sont ce qu'on appelle, vous allez noter l'acronyme et vous le mettre en tête, les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale. Je m'explique. Il y a traditionnellement les communes en France. J'ai encore dit traditionnellement. Et lorsqu'elles sont de taille insuffisante, elles se regroupent. Elles se regroupent dans des structures de taille plus importante. C'est ce qu'on appelle, vous l'aurez compris, des établissements publics de coopération intercommunale. Différentes communes coopèrent sous la forme, on ne sait pas encore ce que c'est un établissement public, on va voir ce que c'est, sous la forme d'un établissement public. Normalement, et ça va être le contenu de notre grand B,
Les établissements publics sont des personnes publiques de type fondatif, c'est-à-dire elles représentent un intérêt ponctuel, pas l'intérêt général d'une population, mais un but incarné au sein d'une personne morale. Eh bien, progressivement, les personnes morales de type fondatif que sont les établissements publics de coopération intercommunale se transforment en personnes publiques de type corporatif. Par exemple, les EPCI, un certain nombre de PCI ont fait l'objet d'élections aux dernières municipales. Pour la première fois. Avant, il y avait bien une élection municipale pour désigner les maires et les conseils municipaux. Et puis ensuite, les communes désignaient des représentants au sein de communautés de communes, par exemple, communautés de communes qui gèrent l'eau, qui gèrent les déchets. Et c'était administratif. Désormais, ces communautés de communes, notamment, font l'objet d'une élection. Pourquoi ? Parce que s'établit progressivement l'idée selon laquelle on passe d'une administration d'objectifs limités, personnes publiques de type fondatif, à des personnes publiques qui vont représenter les intérêts généraux d'une population, personnes publiques de type corporatif. Et je finis là-dessus parce que c'est une présentation générale, on va l'approfondir progressivement. La personne publique de type corporatif, la désignation de ses représentants se fait par l'élection. Vous avez vu, je me suis retenu, je n'ai pas dit traditionnellement. Se fait par l'élection. On va désigner par l'élection les représentants des personnes publiques de type corporatif, et la première d'entre elles, l'État, mais aussi les collectivités territoriales, qui représentent, et leur nom l'indique bien, un territoire. Donc la population est l'ensemble des intérêts d'une population sur un territoire. Et ces personnes publiques de type corporatif, l'État d'une part, les collectivités territoriales d'autre part, vont bénéficier de pouvoirs plus grands, de compétences plus larges que les personnes publiques de type fondatif. Je peux vous renvoyer à l'article 72 de la Constitution. Vous vous souvenez ? Les collectivités territoriales s'administrent par des conseils élus, elles disposent d'un pouvoir réglementaire et elles bénéficient du principe de libre administration. Pourquoi ? Parce que c'est pas comme une société qui achète et vend du bois, c'est pas comme une société qui va avoir pour objectif de faire de la comptabilité. Non, on représente les intérêts d'une population. Donc les représentants sont désignés par la voie de l'élection, voie démocratique de représentation au sens strict et au sens large, comme on l'a vu en droit constitutionnel, avec le bénéfice de toute la protection constitutionnelle attachée à la qualité de personnes publiques de type corporatif. Plus qu'une minute, et nous mettrons fin à cette leçon. Par comparaison, et on approfondira à la prochaine leçon, par comparaison, la personne publique de type fondatif, c'est une personne publique, une personne morale qui a été créée dans un but déterminé. Et une définition classique dit, je cite, que ce sont des services publics personnalisés. En tout cas, pour la plus importante catégorie, celle qui représente 99,9%, on pourrait rajouter des 9 encore, 99,99% des personnes publiques de type fondatif, que sont les établissements publics. Et c'est sur l'établissement public que nous reprendrons la leçon la semaine prochaine, le premier podcast étant à 1h dont j'ai complètement oublié, et dans la même salle.